Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h. L'Union européenne entend débloquer près de 10 milliards de francs CFA dès la semaine prochaine pour l'organisation des élections de juillet. Outre cette importante annonce, l'Union s'engage à construire plusieurs routes, dont le tronçon Gao-Kidal-Tamaracet en Algérie. Ces informations ont été données au cours d'un déjeuner de presse organisé par la délégation de l'Union européenne au Mali. Et c'est un prélude à la journée de l'Europe qui sera célébrée demain 9 mai. Amadou Sankari était présent à ce déjeuner de presse. Au cours de cette rencontre avec la presse, l'Union européenne a réaffirmé son engagement à soutenir le Mali pour réussir les nombreux défis qui se posent à lui. Il s'agit notamment de la réconciliation, du retour de l'administration dans les zones libérées et de l'organisation d'élections en juillet prochain. Pour le financement de ces consultations, l'Union mettra dès la semaine prochaine à la disposition de l'État malien 9 milliards 825 millions de francs CFA. Mais auparavant, ce partenaire avait débloqué plus d'1 milliard. À l'Union européenne, on souhaite que ces consultations se passent dans les règles de l'art. Il faudra que les élections présidentielles et les élections législatives ne soient pas trop éloignées, mais soient plutôt dans une période raccourcie. Ça, ce qu'on souhaite, c'est que les élections se font dans un ordre régulier, transparent, inclusif, que chacun accepte le résultat parce qu'il l'a vu, c'est bien fait, c'est bien organisé. Autre importante annonce faite, c'est cet appui de 32 milliards 750 millions de francs CFA que l'Union entend mettre à la disposition de la MISMA pour être plus opérationnelle. Autre chantier sur lequel le Mali attend l'Union, c'est bien celui des infrastructures routières. Et sur le sujet, le partenaire s'est dit prêt. Les travaux sur la route Goumakora-Timbuktu, nous on est prêts à le reprendre dès que les conditions de sécurité permettent. Les fonds sont disponibles. On est d'ailleurs même accordé et discuté avec le gouvernement de faire les travaux qui restent sur le lien Nyono à Goumakora. Donc finalement, avec l'effort qu'on est prêt à donner, il y aura une route goudronnée entre Timbuktu et Bamako pour la première fois dans l'histoire. On a également pris des contacts avec d'autres organisations pour voir quels moyens existent pour lier Tamanrasset avec Kidal et notamment Kidal avec Bamako. Enfin, le chef de délégation a rappelé toute l'importance pour le Mali de la réunion de haut niveau qui se tiendra à Bruxelles le 15 mai prochain, une rencontre qui va mobiliser toutes les énergies de la communauté internationale en faveur du... Et toutes nos excuses pour ces coupures. La 56e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal s'est tenue hier. Les ministres en charge du secteur ont convenu, entre autres, de la révision du tarif de l'énergie de Manantali et du financement des travaux de réparation des groupes du barrage. Il prévoit également l'exploitation de la puissance disponible de la centrale du Félou. Bourama Traoré nous en parle. L'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal fait face à deux défis majeurs. Le premier, c'est la difficulté de recruter un nouvel opérateur des ouvrages de Manantali et Félou. Le second défi, c'est le manque d'équilibre financier de la Société de gestion de l'énergie de Manantali Sogem. Deux préoccupations au cœur de cette 56e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS. Il s'agit de problématiques urgentes qui doivent être traitées dans toute leur complexité, dans le respect d'une part de nos intérêts stratégiques liés à la continuité de fourniture d'électricité à nos sociétés nationales, à la préservation durable de notre patrimoine. La rencontre de Bamako est donc jugée capitale. L'enjeu est de prendre des mesures nécessaires pour assurer l'équilibre financier de la SOGEM, sans quoi parvenir à la satisfaction des besoins des populations de l'espace en énergie devient une mission très difficile. Au nombre des mécanismes devant assurer la cohérence technique et financière de ce système, figure au niveau de la SOGEM le mécanisme de la garantie de paiement des dettes, l'abondement régulier des fonds spéciaux et le respect des dispositions du protocole tarifaire.
D'autres mesures sont également annoncées, parmi lesquelles le financement des travaux de réparation et de révision des groupes de Manantali, la révision du tarif de l'énergie de ces barrages et l'exploitation de la centrale de Fellou. Les conclusions auxquelles nous avons abouti, c'est que premièrement, il y a une absolue urgence de reprendre en main la gestion de Manantali. Donc la SOGIEM et l'OMVS ont reçu mandat d'engager des négociations tous azimuts et sans délai, de façon à ce que la gestion de l'ensemble de ce complexe-là revienne dans des mains plus sûres et dans des conditions absolument équitables pour le pays. La deuxième conclusion à laquelle nous avons abouti, c'est qu'il faut assurer l'équilibre financier de la SOGEM, c'est-à-dire que les revenus permettent de couvrir les charges. La mise en œuvre de ces recommandations devra contribuer à imprimer une nouvelle dynamique à l'organisation commune, une organisation dont le credo est de faire de l'eau un facteur d'intégration des peuples des 4 pays. Le Mali est très fier d'appartenir à cet espace à nul autre pareil qu'est l'OMVS, un espace d'intégration régionale qui a déjà plus de 40 ans de coopération avec le développement d'infrastructures communes que sont notamment l'aménagement à but multiple des Manantali à vocation agricole, énergétique et de navigation. La 56e session extraordinaire du Conseil des ministres de l'OMVS a été précédée de la rencontre des experts des 4 pays. Cette session est une recommandation de la 15e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation tenue en Mauritanie au mois de mars. Hier, 7 mai, c'était la journée internationale de l'asthme. La prévalence de la maladie en Afrique, comme dans les autres pays du monde, a augmenté ces dernières années. Cette maladie respiratoire est de plus en plus fréquente au Mali. Khadija Toukouni nous en parle. La journée mondiale de l'asthme se déroule chaque année le premier mardi du mois de mai. Elle a pour but d'échanger et d'informer sur cette maladie. L'asthme est une maladie chronique, inflammatoire, qui atteint surtout les bronches, jusqu'au niveau des bronchioles, et qui entraîne des difficultés respiratoires, surtout au moment où le malade expire. Donc en fait, c'est une maladie chronique de type inflammatoire qui survient chez un certain nombre de personnes qui ont une prédisposition génétique par rapport à cette maladie. L'asthme d'origine allergique peut commencer à tous les âges. Il existe des asthmes légers avec une seule allergie responsable et des asthmes plus sévères avec plusieurs allergies en cause. Ça peut être climatique, ça peut être l'environnement, la poussière, ça peut être alimentaire. On dispose aujourd'hui de traitements efficaces, quel que soit le degré de sévérité de l'asthme. La nébulisation, c'est le traitement par voie locale des asthmatiques, c'est-à-dire que c'est des appareils qui font une production de produits. Les solutions liquides, par exemple, qu'il est en train de mettre, un peu de bricanil, c'est un bronchodilatateur, il le met dedans, et le rôle de cet appareil est de transformer ce liquide en gaz. Et en ce moment, ça fait une nébulisation pour le malade. Et les gaz, qui sont des bronchodilatateurs, vont entrer directement par le nez et la bouche chez le malade et va atteindre directement les bronches pour pouvoir les dilater et grossir un peu le calibre de ces bronches. Cet appareil est ce que l'on appelle un pic-flow. Un pic-flow, généralement, les asthmatiques les ont avec eux à la maison. Ça les permet de connaître un peu leur niveau de souffle. Ça, par exemple, c'est sur le marché. Et vous voyez, le malade charge et puis il aspire. L'asthme continue de faire l'objet d'études dont les résultats sont prometteurs. Les traitements progressent également et offrent à la plupart des asthmatiques la possibilité d'avoir une vie normale, leur permettant d'exercer leur activité. J'ai un calmant qui me permet vraiment de pouvoir faire ma vie avec. Donc une fois que j'utilise ce médicament, le traitement, la crise, ça passe. Souvent, je ne peux pas fournir assez d'efforts. J'aime faire le sport, mais vraiment en réalité, à un certain niveau, je ne peux pas. L'asthme est une maladie très fréquente qui, malgré les grands progrès thérapeutiques réalisés au cours des dernières décennies, continue à faire malheureusement des victimes. Avec la surinfection et l'encombrement qui se fait, si on ne le soigne pas, ça peut être à la base plus tard de lésions, mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que ça peut s'aggraver jusqu'à arriver au stade qu'on appelle un peu le stade d'asthme aigu grave.
ou de stade de mort imminente, où le malade est véritablement en détresse et peut décéder. Il est indispensable d'informer les asthmatiques et leurs proches sur les conséquences de la maladie. Il faut également inciter les malades à recourir à leur médecin traitant, car l'asthme ne doit pas pour autant être banalisé. Il reste une maladie respiratoire préoccupante. L'association Alul Beit du Mali vient de faire don de 14 motos aux pêcheurs du district de Bamako et de l'intérieur du pays. C'était sous la présidence de l'ambassadeur d'Iran au Mali, en présence des fidèles musulmans et des bénéficiaires. Le reportage de Aguebou Koulibaly. En offrant les clés de ces motos Jakarta aux pêcheurs, l'association Alul Beit du Mali veut promouvoir et renforcer les connaissances coraniques à travers le pays. Nous avons reçu de l'aide de nos partenaires de l'extérieur qui nous ont donné 14 motos et nous devons maintenant les distribuer aux bénéficiaires. Donc nous avons 2 cérémonies que nous sommes en train de célébrer aujourd'hui. D'une part, la naissance de Fatmatou Zahra, la fille du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite la remise des clés de 14 motos aux bénéficiaires. Ce sont des gens qui font les prêches, qui se déplacent avec ça, qui enseignent. C'est des enseignants en un mot. Bon, il faut qu'ils se déplacent avec une moto. Donc voilà, ça va leur permettre quand même de se déplacer et de faire mieux leur travail. Un geste de solidarité apprécié par les bénéficiaires. Nous sommes très contents de recevoir ces motos de l'association à l'occasion de la naissance de la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est Fatmatou Zahra alayhi salam. Nous sommes très contents de recevoir ces motos de l'association, offertes par l'association Ahlul Beit alayhi salam. Et ces motos vont nous permettre de nous déplacer et prêcher et faire l'éducation islamique. Les 14 motos Jakarta ont été reparties entre les prêcheurs du district de Bamako et les 5 premières régions du Mali. Ahlul Beit du Mali est une association qui œuvre pour la diffusion des valeurs islamiques en vue d'instaurer un climat de convivialité dans notre société. Elle a aussi pour ambition la promotion de la coopération entre les musulmans du Mali et d'autres pays. La Croix-Rouge malienne sensibilise les populations sur ses missions humanitaires. Ses responsables ont organisé une conférence-débat avec les élèves de l'école fondamentale de Djelibougou. Au centre des débats, l'historique de la création de l'organisation et sa contribution dans la crise malienne. Adaman Koulibaly pour les détails. C'était une conférence débat au cours de laquelle il a été question de montrer aux enfants les 6 liens de l'association humanitaire internationale qu'est la Croix-Rouge, leur expliquer ses principes, ses missions et comment devenir membre. Les conférenciers, avant de rentrer dans ces communications, ont d'abord informé les jeunes sur la création de l'organisation de la Croix-Rouge en 1863 en Suisse et la création de la Croix-Rouge malienne en 1965. Ils ont surtout insisté sur la neutralité, l'impartialité de la Croix-Rouge dans les conflits, sans oublier d'autres domaines d'intervention parmi lesquels les calamités naturelles. Ils signent que la Croix-Rouge malienne est beaucoup présente sur le terrain de la crise malienne. La Croix-Rouge a été la première organisation à aller au nord, je me souviens bien, en avril 2012. Nous avons aussi apporté de la sémence aux cultivateurs de Tombouctou, des semis pour leur permettre de s'aimer, de planter. Aujourd'hui, la Croix-Rouge malienne a assisté tous les déplacés du Nord à Mopti. C'est la Croix-Rouge malienne qui était l'organisateur pilote qui a organisé tout ça. Aujourd'hui, on est en train de même continuer à assister, parce que c'est une assistance séquentielle qui est pilotée, qui est la Croix-Rouge malienne pilote, et aidée par ses partenaires, dont la Croix-Rouge danoise, la Croix-Rouge suisse. Les questions des enfants ont porté sur les sources des fonds et le traitement du personnel. Les conférenciers ont répondu que les fonds ont pour source les cotisations et que le travail est volontaire. Ils ont remercié toutes les associations partenaires qui sont sur le terrain de la gestion de la crise au Mali. Concernant toujours la Croix-Rouge, nous sommes au 8 mai 2013, journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Et pour l'occasion, la Croix-Rouge a initié une séance de diffusion sur les principes fondamentaux de la Croix-Rouge et du droit international humanitaire. La séance visait à informer les étudiants de cette faculté sur des principes fondamentaux de cette organisation. Nando Dambélé est allé voir. Le choix de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'Université de Bamako pour cette séance de diffusion n'est pas fortuit. L'université, c'est un lieu de transmission de savoir,
si la Croix-Rouge juge nécessaire de venir nous voir et de partager avec nous son expérience par rapport au droit international humanitaire et au sécurisme, aux nécessités, je pense que c'est une très bonne chose. Les jeunes étudiants, pour la plupart en troisième année option droit international public, venus nombreux à l'écoute, ont manifesté leur intérêt pour le sujet. Plus qu'une simple conférence, la séance se veut une plateforme d'échange pour les étudiants, constituant un véritable terreau pour le volontariat de la Croix-Rouge. Nous avons organisé aujourd'hui cette conférence au niveau de l'université où nous avons la plus grande partie des volontaires de la Croix-Rouge du Mali. Et nous avons profité aussi de ce plateau-là pour exprimer toute notre gratitude d'abord aux volontaires qui sont ici des facultés de l'université, mais aussi décrire un peu les actions que la Croix-Rouge fait à travers le pays. Exposés et simulations ont été les temps forts de la séance qui s'inscrit, rappelons-le, dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge du Croissant Rouge prévue mercredi 8 mai 2013. Et nous partons au Sénégal pour parler gastronomie et de cette initiative d'un chef sénégalais, Pierre Thiam. Il s'agit du premier festival de cuisine africaine, un rendez-vous culinaire dénommé Festival Afro-Eat qui vise à valoriser les mets africains pendant 6 jours. Donc les produits locaux seront en vente sur la place des Almadies. Dakar, plage des Almadies. Quand il rentre au pays, Pierre Thiam aime venir ici, attendre les pêcheurs. Ce cuisinier sénégalais a ouvert son restaurant à New York il y a plus de 15 ans. Son plaisir, choisir ses poissons et ses coquillages tout juste pêchés. Son credo, redorer le blason des produits africains. Au Sénégal, il vient donc de lancer le festival Afro-Eats pour promouvoir la cuisine du continent. On a aussi fait venir des chefs de l'extérieur, d'Europe et des États-Unis pour aussi les introduire à ce produit local parce qu'il y a aussi une sorte de malentendu. Les gens ne comprennent pas que l'Afrique a un patrimoine culinaire qui est exceptionnel. Un patrimoine exceptionnel présenté pendant 6 jours dans la capitale sénégalaise à travers la vente de produits locaux. Le festival Afro-Eats, c'est aussi des cours pour former la relève de la gastronomie africaine. Pierre Thiam a invité de jeunes cuisiniers à travailler avec lui et d'autres grands chefs. J'imaginais pas que j'allais les rencontrer un de ces jours comme aujourd'hui et tous ces chefs qui sont très amicaux, comme si on travaillait ensemble depuis longtemps. C'est très important pour moi, pour ma carrière aussi. Ce jour-là, en cuisine, dans ce grand hôtel, tout le monde s'active pour préparer une soirée dégustation. Pierre Thiam aime mélanger savoir-faire occidental et traditions culinaires africaines. Et il estime que les Sénégalais consomment trop d'aliments importés. C'est l'un des messages du festival. C'est une contribution pour notre propre peuple parce qu'on doit réapprendre à avoir foi en nous, à croire en ce que nous produisons et à manger ce que nous produisons, qui est un produit de qualité. Avec ce superbe buffet aux saveurs cosmopolites, le public du festival Afro-Eats s'est laissé convaincre sans trop de problèmes. Une belle initiative. On se quitte sur ces images de gaieté. Le prochain journal est à 18h avec Ndeye Sissoko. Et si tout va bien, je vous retrouve demain à 10h. Merci et bonne suite de programme.